Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est le retour. C'est le retour, mais peut-être le vrai retour. Parce que la dernière fois, on avait dit que c'était le retour. Et en fait, on n'a rien sorti un an après le dernier épisode. Non, là, je crois que ça va être un rendez-vous plutôt régulier. Puisqu'on a décidé d'enregistrer des épisodes en live, en direct sur mon Twitch. Donc c'est Areski Sugar sur Twitch, donc c'est AREZKISUGAR, d'accord. Donc parfois on les enregistre en live et d'ailleurs vous pouvez voir la version vidéo brute pendant l'enregistrement sur mon Twitch, jusqu'à ce que bien sûr je monte un petit peu tout ça et que je le sorte là en version YouTube et sur le podcast audio que vous êtes probablement en train d'écouter. On revient sur un truc très bankable qui est un blockbuster, le dernier blockbuster, The Batman, d'accord, de Matt Reeves, qu'on a plutôt aimé, mais on va vous dire les tenants et les aboutissants de tout ça. J'espère qu'on vous spoil pas trop. On a fait une section spoiler, mais c'est vrai qu'on était un peu... peut-être on donnait un petit peu trop d'infos dans la section non spoiler. Donc voilà, ça dépend de votre tolérance au spoil. Peut-être aller voir le film avant si vous voulez passer un bon moment au niveau de l'analyse. Et c'est vrai qu'il y avait des choses à dire quand même dans ce film, parce que rarement Batman a été traité comme ça dans les films. C'est-à-dire que dans les BD, il y a eu des choses politiquement ou même économiquement qui ont déjà été traitées, mais jamais dans les films. Et dans celui-là, c'était plutôt pas mal fait. Donc voilà, j'étais accompagné de Arnaud Decaze et de Clément Kersual, humoriste de son état. Quoi vous dire, je suis en spectacle, donc je fais du stand-up, bonjour, c'est Areski Sugar, tous les jeudis soirs à 21h30 au Théâtre de la Petite Loge, donc c'est 1 heure de mon spectacle qui s'appelle Presque Humain. Tous les liens sont dans la description, vous pouvez vous abonner à l'Instagram de tous les intervenants d'aujourd'hui, mais aussi aller les voir sur scène pour moi et pour Clément Kersual. Et quoi vous dire d'autre, rien, je crois passer un beau moment. N'hésitez pas à envoyer des messages, quel que soit l'endroit, que ce soit Facebook, Instagram, de fin de séance, ou même le mail, findeséance@gmail.com, si vous voulez, je sais pas, nous donner des films, des idées de films qu'on devrait regarder, analyser, voilà. Et en tout cas, passez un bon moment. Bisous à tous. Non, en fait, je ne regarde pas de podcast de cinéma particulièrement. Moi, je regarde les avis de temps en temps. Par exemple, récemment, j'ai écouté un truc sur Bac Nord parce qu'il m'intrigue ce film et je voulais entendre des débats dessus. Voilà. Ah oui. Et ça m'arrive après. Il y a des j'écoute des Eric affaires. Zemmour a fait des débats autour de ce film. Voilà, ouais. Tout le monde a fait des débats autour de ce film. Mais non, ouais, puis des histoires de ciné de temps en temps aussi sur l'affaire sensible sur L'Exorciste, par exemple, qui était fascinant. Voilà. Très France Inter, hein, très branleur. Ok, très bien. Mais je ne connaissais pas le tien. Je vais l'écouter. Oui, écoute, tu as 97 épisodes à écouter. Ok, alors je vais écouter à partir de celui auquel j'ai participé. Et alors, est-ce que déjà on commencerait pas par des petites news ciné? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues récemment, ou des bandes annonces, des choses comme ça qui vous font saliver, ou des choses à dire par rapport à, je sais pas, ce qui s'est passé récemment dans le monde du cinéma, ou de la télé d'ailleurs, en vrai? Alors, je sais pas. Déjà, je veux peut-être partager mon enthousiasme pour le prochain film de Steven Spielberg. Qui est qui quoi? est en train de tourner, The Fablesman. C'est sur David Lynch, non? C'est pas ça? Il n'y a pas un truc comme ça? Alors, il y a un lien, en effet. En fait, c'est pour la première fois, il va écrire le film avec Tony Kushner. Parce qu'il s'agit d'une autofiction sur son enfance. David Lynch joue dans le film. Ah oui. Et apparemment, il jouerait le cinéaste John Ford. D'accord, oula, ouais. Donc, ça me fait très envie. C'est un peu un rêve d'adolescence qui se réalise, quoi. De Lynch voir chez Ah oui. Spielberg.
Donc ça va être très marrant à voir. Et sinon, récemment, comme film que j'ai bien aimé au cinéma, j'ai vu Rien à foutre. Ah oui, j'en entends beaucoup parler avec Adèle. Avec Adèle Exarchopoulos. Alors il y a 2 réalisateurs, et quand il y a 2 réalisateurs, je peux pas retenir parce qu'on m'en demande trop dans ces cas-là. Ouais. Donc je vais pas citer les noms de ces réalisateurs, mais c'est assez intéressant. C'est sur une hôtesse de l'air d'une compagnie low cost. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une chronique. Et pendant 1 heure, au début du film, on est vraiment dans le quotidien de cette hôtesse. C'est très drôle. Et c'est fait dans un style très documentaire. Donc on sent qu'il y a beaucoup de recherche. Et en fait, ce qui est drôle, c'est souvent des choses qui semblent être des situations réelles. Mais juste le fait de les montrer à l'écran et de montrer un peu l'absurdité des choses et tout ça, je le trouve très drôle. Adèle Exarchopoulos, moi, je la trouve... assez géniale comme actrice, surtout depuis qu'elle a pris ce virage un peu comique ces derniers temps. Je trouve qu'elle a avec Mandibule. Exactement, et je trouve qu'elle a un talent comique ahurissant en fait. Malheureusement, il s'agissait d'un premier film. Dans la dernière moitié du film où on retombe un peu sur un drame familial et j'en avais pas forcément besoin, et là c'est beaucoup plus classique. Mais en tout cas sur cette première partie, j'ai trouvé ça assez génial, et juste pour ça je le recommande quoi. Voilà. T'as vu un film toi, autre que... Oui, je suis allé voir, 2 jours avant, je suis allé voir Licorice Pizza, ça faisait un moment que je devais aller le voir, et qui m'a fait beaucoup de bien. Enfin vraiment, j'ai pas grand chose à redire, quoi. Je suis sorti de là, j'avais envie qu'il fasse beau et de faire plein de trucs, quoi. J'ai trouvé très juste, et en plus c'est le genre de film qui, je trouve pas belle l'actrice au départ. C'est la chanteuse, c'est le groupe Haïm, la chanteuse du groupe Haïm. Les 2 d'ailleurs, hein. Ouais, les 2, ouais. Ils sont pas très beaux, mais ils ont un charme incroyable. Voilà, c'est pour ça que j'aime le cinéma. Ouais, vraiment. Après, tu la regardes et tu dis, il y a de la chance, cette fille est géniale. Ouais. Et c'est l'autre, c'est le fils de Philippe Seymour Hoffman qui joue. Ah, okay. Et c'est vraiment un film. Il y a pas de gens à qui je le conseille pas, faut y aller, quoi. Ouais. Et je l'ai vu avant d'aller voir Batman. Et après, la vie était cool après Licorice Pizza. Et ensuite, tu t'es niqué la vie. Non, mais c'est drôle. Ouais, c'est drôle quand tu tombes totalement sous le charme de personnages, tu sais. Ouais, c'était vraiment... J'étais bouche ouverte tout le long, quoi. C'est trop bien, c'est pas compliqué, juste enchanteur, beau, mais très juste dans la relation, dans l'amour, à chaque fois tu te dis c'est le moment, ils vont se toucher, pas du tout. À chaque fois c'est fin en fait, c'est rare, c'est très fin. Et puis c'est marrant ce truc sur le trajet des personnages aussi, où finalement lui qui est le plus jeune, il va pas évoluer d'un iota pendant tout le film. C'est un espèce d'entrepreneur à l'américaine, tout sourire. Il ne recule pas, mais il recule pas, mais en tout cas il est toujours dans ce même truc, et donc il fait il enchaîne comme ça les entreprises foireuses les unes après les autres, et ça le décourage pas, et il a une espèce de constance et de sourire tout au long du film qui est assez communicatif. Mais Alana Haim justement, elle va beaucoup évoluer durant le film, et va avoir des phases différentes pour passer d'une chose à l'autre, et ça j'ai trouvé ça marrant, quoi. J'ai juste une question en voyant le film, après on parlera d'un autre, mais il crée des entreprises, c'est des groupes de gamins de 14-16 ans qui créent des entreprises, et je me dis est-ce que c'est possible aux États-Unis, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu veux nous dire qu'on devrait plus facilement créer des entreprises en France? Je sais pas, mais ils ont carrément un local, ça vend des matelas, et puis ils ont tous 14 ans, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais. Je crois que tu peux, parce que je crois qu'avec la Somalie, c'est le seul pays, les États-Unis, qui n'ont pas signé d'accord sur les droits de l'enfant. Ah ouais? Donc tu peux travailler, donc tu peux créer un truc. C'est vrai. C'est pas vrai? Oui. C'est fou, d'accord. Il y avait eu même récemment quelques scandales d'ailleurs à ce niveau. Aux États-Unis? Ouais, sur des plantations de tabac notamment. Genre ils font ça va. Ils ont des enfants de 14 ans qui font testeurs de tabac. Ça permet de faire des films. Bah ouais. Quirky et fun, quoi. Du coup, film d'aujourd'hui que nous avons tous vu dans la semaine dernière. C'est ça? Toi, tu l'as vu quand, toi? Le jour de la sortie. Moi, le jour de la sortie, ok. Nous, on était un peu plus chill. On a vu le week-end en matinée. En matinée, c'est très important. Donc, The Batman, réalisé. Yes. Toi aussi, c'était en matinée? C'était dans l'après-midi, mais ouais. Ok, donc t'as dû avoir beaucoup de gens, non? Peut-être dans ta... Ouais, un peu, ouais. Okay. The Batman, donc sorti... Merde, ils mettent pas la sortie. Sorti le 2 mars 2022, réalisé par Matt Reeves. Tu veux nous lire le petit synopsis? Regarde, je t'ai mis. Magnifique, avec ta belle voix suave. Non, mais je vais le faire à la One Again. Oh là, le gars! Incroyable. C'est un travail. Donc, le film suit les aventures de
Bruce Wayne, alias Batman, riche héritier d'une fortune gigantesque, et qui a décidé de mettre cet argent au service de l'athée des criminels dans Gotham City. Et lorsque le film commence, il y a un tueur en série qui sévit dans la ville de Gotham et qui semble s'en prendre à des gens importants. Ça va être un commissaire de police, ça peut être un procureur de la République. Et derrière lui, il va semer des indices, souvent à l'attention de Batman, où il va lui proposer des énigmes à résoudre pour pouvoir essayer de résoudre ses crimes. Et en enquêtant sur ce serial killer, Batman va révéler la pourriture qui sévit dans l'ombre de Gotham City. C'est à peu près ça, on dit. C'est très bien fait. C'est superbe. Magnifique. Petite bande-annonce. Bruce Wayne. Sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. You know, you really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. The Riddler is asking for you. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. Alors déjà, c'était quoi vos attentes de ce film? Parce que là, Batman, il n'y a pas eu de Batman en soi depuis Dark Knight Rises de Nolan. Ouais, si tu prends pas en compte les films dans lesquels ils étaient, on a eu Batman versus Superman ou Justice League. C'est pour ça, c'est-à-dire de films de juste du folklore que de Batman. Et on a eu des spin-offs genre Joker, quoi. Ouais, c'est tout à fait. Récemment. Mais donc on n'était pas en sevrage non plus, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais justement, c'est pour ça, c'est intéressant parce qu'on n'était pas particulièrement en manque. On a vécu la grosse trilogie qui existe de Nolan, qui était vraiment des films, voilà, qui sont salués par tous, que ce soit par la critique ou par le peuple. Mais je te dirais personnellement, même les deux films de Burton, je les trouve très bons. Et je vais te dire, j'irais même jusqu'à défendre les deux films de Schumacher. Dans leur côté Batman homme du monde, j'ai envie de dire. Ouais, mais ça c'est parce que t'as pris trop de drogue. C'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est c'est vu aucun des anciens, moi. C'est vrai. Enfin, j'ai vu que la trilogie Nolan. Ok. Et pas le Michael Keaton. Non, petit, j'ai dû passer devant, mais non, j'étais plus The Mask à l'époque, non pas du tout. Non, ouais, j'ai vu que la trilogie, mais j'aimerais bien, mais je sais qu'ils sont moins bien. Enfin, beaucoup disent qu'ils sont moins bien. Du coup, j'ose pas y aller. J'ai envie de regarder. C'est un autre genre, quoi. Mais on prenait pas assez au sérieux les super-héros à l'époque aussi, pas autant que maintenant. Ouais, mais c'est pas forcément un mal, c'est-à-dire que les films étaient peut-être plus légers, plus fun, mais c'est pas pour autant qu'ils sont moins intéressants, quoi. C'est ça que je veux. Ouais. Mais justement, tu vois, il y avait un peu peut-être parce que voilà, les 3 de Nolan sont sortis, ensuite il y a eu les Marvel. Et en fait, tu vois, beaucoup de Marvel. Et DC qui a essayé de faire aussi leur univers, justement, directement en intégrant Justice League, Batman vs Superman, etc. Donc, en gros, Batman n'a pas eu le temps de nous manquer vraiment. Et moi, j'aurais tendance à dire que, tu sais, ça m'allait, en fait. Ça m'allait Ben Affleck vite fait. Parfois, une fois tous les 2 ans, pendant 1 ou 2 scènes, pour qu'après, je me plaigne à dire c'était mal écrit, tu vois. Donc je sais pas si vous en c'est fait, pas un truc qu'on attend forcément. Pour être honnête, je l'attendais pas tant que ça, le film. J'en avais un peu rien à foutre, et en me disant que j'allais sans doute le trouver médiocre ou quelque chose comme ça. Donc on va le voir, j'ai été plutôt agréablement surpris par le film. Mais je crois que je suis un peu en fatigue des films de super-héros en général. J'en ai beaucoup vu, je me les suis tous tapés, quoi. Récemment, et je trouve que ça tourne vraiment en boucle. Après, j'ai un attachement quand même particulier à Batman, ça représente un truc de l'enfance aussi. Mais tu vois, ça, moi je trouve c'est intéressant parce que, on est tous un peu en super-héros fatigue. Et quand même, bon après, voilà, spoiler, j'ai bien aimé. C'est-à-dire, tu vois, c'est un film, tu t'y attends pas, t'en as un peu marre des trucs. Là, en plus, d'ailleurs, les derniers Marvel, c'était vraiment très discutable, quoi. Enfin, juste Eternals, en fait. J'ai vraiment pas vu ça. J'ai envie d'en profiter pour en chier. Tout. Et
Donc c'est vrai que il y a le côté on a fait un truc en plus si tu veux regarder. Toi pas spécialement. Moi je sais pas. Moi avant j'étais les super-héros avant même qu'il y ait des films et tout, j'aimais beaucoup Marvel et tout, j'étais gros geek pouvoir et tout et du coup moins Batman et en fait maintenant c'est horrible ce que je veux dire, maintenant que j'ai grandi j'aime bien comme ce film là quand c'est le côté super-héros sert de lore et que c'est avant tout un film là pour le coup c'est un film policier tu vois ça m'a fait penser à Watchmen qui est l'un de mes films préférés et j'ai retrouvé un peu de ce Watchmen où c'est vraiment une vraie histoire et c'est pas du fan service de super-héros, donc je n'en avais pas envie de se battre, enfin c'est pareil, on l'attendait pas, mais en fait ça a permis ça a lavé un peu la lassitude des super-héros en faisant un film cool autour d'un super-héros comme Joker qui vraiment marre des univers étendus en fait. Voilà, j'en peux plus mais vraiment et j'étais content de pas avoir une scène post-générique où il y aurait Pipé et Ross, tu vois, ou Stanley, c'est mec qui a rien compris qui arrive pour dire on sera là dans le prochain film. Ok. Et alors du coup voilà, ça c'était comment on est arrivé dans la salle. Bon, maintenant le film en lui-même, vous avez aimé? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi ça va être intéressant, moi j'ai plutôt aimé le film. Je ressors avec un avis assez positif. J'ai des petits bémols à apporter à tout ça. Il y a des choses que j'ai moins aimé dans le film. Pareil, on le dira, si j'ai bien aimé quand même le film, je me demande si j'aurais pas préféré un film avec un autre ton justement. Je sais pas si j'en ai pas un peu marre aussi du super-héros sombre, mais malgré ça le film m'a plutôt plu parce que je le trouve assez bien foutu, hein. Donc on en discutera plus en profondeur plus tard dans les thèmes qu'il développe, comment il aborde un petit peu différemment l'histoire de Batman. J'aurais peut-être aussi quelque chose à dire sur l'histoire de Batman en général et voir ce qui fait en fait que c'est un récit si intéressant que beaucoup de gens peuvent continuer à l'exploiter, et je trouve que ça garde quand même ça garde une force quoi, contrairement à beaucoup d'autres histoires de super-héros qui peuvent être beaucoup plus faibles en fait, hein. Oui. C'est intéressant parce que tu pourrais te dire c'est peut-être éculé, mais en fait non, ils ont réussi à défendre le truc. Clément, toi? Moi j'ai bien aimé. Là on rentre pas dans le détail, hein, si. Ouais, tu peux. Non mais moi j'ai bien aimé. J'aime bien les super-héros, donc j'ai bien aimé, mais j'ai aimé le côté échelle humaine. Et même si les Dark Knight c'était déjà noir, mais là c'est mieux, c'est plus humain aussi même. Enfin c'est pas un homme sombre qui parle comme ça, machin. Il va pas bien ce garçon quand même. Donc, on voit et il devrait aller voir un psy quand même. Oui voilà, c'est-à-dire qu'il va plus pas bien que il est les ténèbres. Oui, voilà, c'est ça. Il est, et en plus, j'avais peur. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur Vice sur Robert Pattinson qui a cette maladie apparemment qui vient de l'acting américain, qui est souvent. Il a fait plein de films où il joue la même chose, mais il le fait très bien. La dernière fois que je l'ai vu, c'est dans Le Diable tout le temps, un truc sur Netflix, et où il pousse les curseurs de son jeu au max. Du coup, c'est agréable quand même, mais c'est du singé bien fait. Et là, en fait, j'avais peur qu'il soit trop. Parce qu'il a une gueule particulière. Je l'aimais pas avant. Hein. Je me suis cogné Twilight et tout. Je l'ai connu comme ça. Pour te préparer à Batman, parce que t'as cru que c'était le même truc. Oui, c'est ça. Alors, moi, je l'ai toujours aimé. Hein, mais mais moi, je l'aimais pas. J'avais ce truc de. Et plus ça va, plus je l'aime. Mais il y a des fois, tu sais, quand je le vois dans une pub pour un parfum, je me dis arrête, on sait que t'es beau, t'es chiant. On sait que t'es beau de façon particulière. Mais en fait, là, il méritait de. J'étais content de le voir dans un truc comme ça. Ce film, j'ai aimé le film et j'ai aimé ça le fait passer dans une autre catégorie pour moi. Ah ouais, Robert ce film-là, Pattinson, je pense. Intéressant. Même si il combat, il parle pas trop, mais c'est très bien. On aime bien quand tu te tais, Robert Pattinson. non, mais justement, c'est assez intéressant ce que tu dis. Bon, après, moi, je pense que en fait, Robert Pattinson, je trouve qu'il a une superbe filmographie. Hein. Oui, en vrai. Il a fait, si tu prends, si tu enlèves les Twilight, oui. Ouais. Non, mais même c'est un bon starter. Ouais, ça constitue sa mythologie un petit peu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que c'était son chausse-pied dans le monde. Et puis il l'a vraiment bien incarné. Après, il a choisi de faire beaucoup de films d'auteur aussi. Il a joué plusieurs fois chez Cronenberg 2 fois. Cosmopolis et Maps to the Stars, on l'a vu dans The Lighthouse, on l'avait vu chez les frères Safdie où il était génial dans Good Times, tout à fait. Donc je trouve que c'est un acteur vraiment très intéressant. Et en fait c'est marrant comme il a su
Bah, en fait, il a su choisir vraiment ses projets, quoi. Dans le sens où, tu vois, il aurait pu se faire happer et faire genre le petit frère de Vin Diesel dans Fast and Furious 1000. Et je pense qu'il y a une histoire il y a un peu c'est le parcours des acteurs à minette que j'aime bien, comme Matthew McConaughey qui a été un acteur à film pour comédie machin. Et je pense que quand on devient connu en faisant des films, je dis à minette, c'est pas bien ce que je dis, mais des films comme ça, après on devient connu, riche, célèbre, on souffre, on fait une dépression, on se drogue et après on devient sombre et son jeu devient intéressant. Non, mais... C'est le parcours que j'aime bien. Ouais, mais là, c'était pas son parcours. Robert Pattinson, là, il a fait le parcours de Leonardo DiCaprio. C'est-à-dire qu'en fait, je joue dans des films un peu, on me voit pas trop, mais à un moment, j'ai un succès interplanétaire. Mais à partir de là, tous les choix que je fais, en vrai, je peux les défendre. Puis en vrai, il y a quelque chose autour du jeu aussi dans ce film, c'est-à-dire que quasiment tous les acteurs sont en sous-jeu, Robert Pattinson y compris. Les deux seules exceptions qu'on a à ça, c'est Paul Dano dans le Riddler, qui a une scène. D'ailleurs, je me demandais comment ça allait se jouer parce que j'étais habitué à ce sous-jeu pendant tout le film. Et il arrive bien sûr à la fin la scène de la confrontation. Et Paul Dano, il est connu pour faire des scènes. En fait. C'est un cabotin, il fait des scènes. C'est-à-dire dans les films qu'on l'a vu, c'est toujours on retient. Tu vois, dans There Will Be Blood, la scène du baptême, elle est géniale parce qu'aussi Paul Dano en fait des caisses. Tu vois, il y a un truc. Donc je me demandais si lui aussi allait être en sous-jeu. Et non, lui, il est carrément en explosion totale. Tu vois. Et il amène un contrepoint. Et on a un petit peu Colin Farrell aussi qui en fait un petit peu des caissounettes dans le film, et c'est marrant de voir ces deux personnages un peu haut en couleur au milieu du reste du film qui est en sous-jeu total quoi, pendant tout le temps. Robert Pattinson, il doit avoir 50 mots dans le film quoi, j'exagère, mais il parle très très peu. C'est le choix qu'ils ont fait plutôt que de faire la voix grave par exemple ça m'a fait du bien de Christian Bale. Ils ont décidé comment on fait pour pas le reconnaître à sa voix, mais il parle pas en fait. C'est-à-dire que t'es dans une scène de crime avec lui, il dit un mot. Il te parle d'ongles ou je sais pas quoi, et terminé. Et oui, c'est juste comme ça. Mais même les premières scènes de crime, il y a zéro silence et il y a on le regarde se mouvoir lui dans la pièce. Il regarde un truc et ça suffit. Même ça, c'est bien fait, je trouve. Oui, parce que ces mouvements suffisent à ça donne du charisme tout de suite au personnage. Juste en te montrant les regards des autres personnages sur lui. Il n'est pas le bienvenu dès le début du film. Oui, bien sûr. Mais alors moi, de manière générale, je trouve que c'est une prouesse de m'avoir fait aimer ce film avec tous les trucs qu'on a dit. C'est-à-dire, je m'en foutais un petit peu de Batman là en ce moment. J'avais pas eu cette envie particulière. Il y avait plein de super-héros. Pattinson, j'ai pas vraiment d'avis spécialement, genre fais jouer qui tu veux Batman. Moi c'est surtout en fait genre j'attendais au tournant tout scénario, tu sais, de super-héros, parce que je me dis là les gars, je crois que vous avez pas compris quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire, et malgré tout ça, j'ai passé un excellent moment et vraiment j'étais happé pendant 3 heures dans le film, et il y avait vraiment un petit peu ce côté alors moi j'ai pas vu le dernier Paul Thomas Anderson, mais un peu ce côté je suis au cinéma. Alors que tu sais, on en avait parlé souvent, les Marvel, il y a le côté je suis dans une série quoi. Et en vrai, même le dernier Far From No Way Home, tu vois, qui était censé être genre, tu vois, le gros blockbuster et tout, en fait je me dis, tu sais, je peux le regarder à la maison, c'est bien. Voilà. Je suis d'accord, moi je l'avais pas trop aimé, tu sais. Mais moi, tu vois, même en l'ayant aimé, je le relis. Genre, mais elle était le direct sur Disney+, en fait. Tu vois, genre, je vois Thor 2 et tout de suite le dernier Spider-Man. Et là, Batman, je me suis dit, voilà, je suis pas dans une salle pour rien, quoi. Il y avait un côté, la musique était là. L'expérience. L'expérience totale de la mise en scène était là, l'écriture. Enfin, c'est-à-dire ça m'a emmené, quoi. Il tranche à plusieurs niveaux, je trouve, par rapport à beaucoup de films de super-héros qu'on voit maintenant. Alors, pas forcément dans le ton, parce qu'on l'a vu ça déjà, le ce dark, ton sombre, dark, machin et tout ça. Mais et tu l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure par l'humanité en fait de Batman. C'est-à-dire que ce qui est compliqué de plus en plus, je trouve, dans les films Marvel, c'est qu'en donnant des pouvoirs illimités à ces super-héros, c'est difficile de les mettre en danger. Et c'est difficile de se sentir impliqué dans les scènes d'action. Donc souvent, les scènes d'action, je les vois passer, je fais ouais, d'accord. Et là, je trouve que c'est le Batman le plus faible. De tous les Batman. Même niveau technologique, il y a une espèce de Camaro, une Chevrolet qui rugit, mais pas plus. Et donc on l'a vu, c'est-à-dire que c'est un Batman qui est très au sol.
Oui. C'est même, il y a une superbe scène de course-poursuite de voiture à un moment donné, et vous remarquerez que la caméra ne s'élève jamais au-dessus des châssis des voitures. C'est-à-dire, on reste cloué comme ça par la gravité au sol, et donc on ressent vraiment beaucoup plus ce danger de la gravité. Et donc il y a une seule scène de voltige en fait dans le film, et je la trouve incroyablement quand il s'arrête il va mettre un jumpsuit et faire du base jump et tout d'un coup tu te dis il saute. Alors tu l'as vu sauter Batman des immeubles d'habitude et là tu le vois sauter, tu te dis putain il va crever quoi. C'est ça, même lui il a peur parce qu'il hésite, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait c'est très drôle parce qu'en fait ça te fait revoir tous les autres films. Le moment où il arrive et il marque un temps, tu fais bah oui, bah bien évidemment, on est au 40e étage en fait. C'est ça, Et en fait, oui, tu le fais pas d'habitude. Effectivement, le max de technologie, c'est qu'on est sur du grappin et qu'en gros, voilà, et des petites vidéos faites maison que je me repasse à la pour faire parce que c'est un vrai film de détective. C'est un vrai film policier. Parce que même quand il déploie le truc, commence à voler, moi je me suis dit, il y a un moment où normalement la tenue va se raidir et il y a un petit réacteur quelque part, tu vois. Et pas du tout. C'est un vrai base jump. C'est du base jump. C'est du base jump, c'est pas un deltaplane avec de je sais pas quoi, du vibranium dedans. Le mec mélange tout, mais voilà. Et donc en fait, il ramène le danger dans le film. Et s'il ramène le danger, il ramène la tension. Et je trouve que c'est ce qui m'a manqué beaucoup dans énormément de films de super-héros, où c'était du genre, il y a des scènes d'exposition, alors souvent ils prennent des acteurs pas dégueux, pas tout le temps, mais souvent ils prennent des acteurs pas dégueux, alors les scènes d'introduction tu t'amuses un peu, puis après il y a les scènes d'action et tu fais, limite j'ai envie que les scènes d'exposition reviennent. C'est-à-dire non mais oui, parce que tu fais ok, il y a des explosions, mais je suis pas impliqué dedans. Il y a ce côté, tu sais, mets une voix off. Et mets-nous des images comme si c'était Galadriel qui nous expliquait les films. Parce qu'après, c'est vrai que c'est plus trop intéressant. Mais tu vois, ils ont essayé de le faire dans avec Ben Affleck dans Justice League ou je sais plus lequel, bref. Où tu sais, à un moment, t'es censé voir genre ses cicatrices. Et t'es censé voir le gars, il en chie. Et c'est pareil, à chaque fois qu'il se prend des coups, t'es censé réaliser à quel point lui, c'est un humain versus les gens qui ont des pouvoirs, etc. Et en fait... effectivement, tu n'as quand même jamais peur pour Ben Affleck. C'est-à-dire qu'en gros, le son est là pour te le martyriser, mais c'est quand même un dieu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est genre... c'est quasi catholique. Tu vois, c'est le truc de genre, on veut voir sa chair saigner, mais bon, on veut le voir dans la scène d'après, donc il va rien se passer. Alors que là, là tu te dis, bah oui, peut-être tu as perdu une jambe en fait. Et donc il souffre à plusieurs niveaux ici, le personnage, parce qu'il y a eu une énorme souffrance psychologique aussi du Batman. Mais vraiment, tu te dis, à un moment, il y a son majordome, donc Alfred, qui lui dit mais avec l'argent que tu devras en faire quelque chose, et lui il dit grosso modo non, je m'en sers pour foutre des coups à des méchants, et t'as envie de dire garde ça une petite partie pour aller voir le psy quand même. Il y a vraiment un truc genre une fois par semaine juste pour commencer. 70 € par semaine, tu vois, c'est rien pour toi, rien du tout. mais fais-le. Vraiment, ça va nous aider tous, tu vois. Et finalement, il y a un truc assez intéressant que j'ai vu à ce niveau-là, parce que ça fait partie de la mythologie des Batman, c'est comment tu traites la dichotomie Bruce Wayne-Batman. Et ici, le choix, c'est de ne pas la traiter. C'est-à-dire, on a une seule entité, on a un type en souffrance. Et d'ailleurs, contrairement à souvent où Bruce Wayne, c'est le playboy, là, c'est un reclus. On a presque oublié sa gueule. C'est tellement il reste en retrait, et donc on décide d'en faire un seul et même personnage. Et c'est marrant parce que cette histoire d'identité de Batman, ça va traverser tout le film. Et il y a un truc, si je me permets, je vais peut-être justement ici parler de qu'est-ce qui fait que Batman est si intéressant et qui fait qu'un réalisateur doué va pouvoir en tirer de la richesse en fait. Je trouve que, tu vois, quand on va parler de scénarios, souvent notamment à Hollywood, on va parler de structure, de trajet, de tout ça, et je pense qu'on oublie quelque chose de plus fondamental, qui sont les éléments constitutifs en fait d'un personnage. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage est un personnage? Et ça va dans quelque chose de beaucoup plus précis, tu vois, finalement, que un trajet global, le héros aux 1000 visages, les livres de Campbell, etc., etc. Pour prendre un exemple, tu vois, si tu prends si tu reviens justement au récit antique, tu vois, et mythologique, qu'est-ce qui fait que Ulysse a eu son spin-off
de l'Odyssée. Depuis l'Iliade, tu veux Depuis dire. l'Iliade, ouais. Alors que c'est pas un personnage principal, tu vois, de l'Iliade, mais c'est parce qu'il y a plein d'éléments constitutifs dans l'histoire d'Ulysse qui fait qu'il y a des choses à exploiter. Et que sûrement, il y a beaucoup de poètes de l'époque qui, en reprenant l'histoire, se sont dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant chez lui. Le fait qu'il soit parti depuis je sais plus combien d'années de chez lui, que sa femme l'attende et repousse les prétendants. Enfin, il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir constituer une histoire tellement intéressante que ça va être plus intéressant que de savoir ce qu'a fait Achille ou ce qu'a fait les véritables héros finalement de l'Iliade. Et je pense que dans Batman finalement, dans les quelques éléments communs qui font qu'on identifie que cette histoire est Batman, il y a énormément de richesse. Alors quels vont être ces éléments ? Un orphelin qui a perdu ses parents à cause du crime rampant à Gotham City. C'est un bourgeois qui a énormément d'argent. Il a été élevé par son majordome. Et il se bat contre des fous qui finissent dans un asile psychiatrique. Et en fait, si tu regardes tous ces éléments, il y a énormément de choses à travailler dedans. Par sa richesse, on a quelque chose de... Oui, et j'ai oublié, évidemment, pas de super pouvoir. Le fait aussi que ce soit un humain lambda. Et je pense que ça, là j'ai cité à peu près tous les éléments qui font qu'on reconnaîtra que c'est un Batman. Tu peux en enlever aucun en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu en enlèves un, c'est plus Batman. Si tu prends un Batman pauvre, par exemple, un Batman de la rue, tu vois, qui viendrait... Hancock, par exemple. Ouais, mais ça serait plus Batman. Bah, oui. T'oublies quelque chose. Si t'enlèves Alfred, t'as plus trop Batman non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'enlèves l'asile psychiatrique, il n'y a plus tellement non plus. Donc, il faut qu'il y ait tous ces éléments constitutifs. Et dedans, on voit qu'on va pouvoir vraiment parler d'un rapport à sa propre histoire personnelle. On va pouvoir parler de deuil. On va pouvoir parler de classe sociale. On va pouvoir parler... Et en fait, il y a tout un tas d'éléments qui viennent de ces éléments de base de l'histoire de Batman et qui font que ça va être intéressant. Et on va voir que dans ces éléments, on peut faire des variations. Et d'ailleurs, tous les cinéastes qui s'y sont attelés ont fait tout un tas de variations autour de ça. Et ont choisi de piocher certains éléments, d'autres, par exemple, celui qui a le plus joué la dichotomie Batman-Bruce Wayne et de voir comment les deux sont séparés, ça va être plutôt Tim Burton, tu vois, qui a vraiment, en prenant Michael Keaton, qui avait pas du tout le physique d'un super-héros, en plus, en jouant sur le côté gauche un petit peu de Michael Keaton, qui était allé vraiment à l'opposé. Et là, on a une approche carrément inverse, puisque l'idée, c'est de dire non, il n'y a pas de séparation entre les deux. Mais c'est intéressant aussi. Et là, je trouve que de tous les Batman qu'on a vus, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant au niveau de la bourgeoisie de son personnage. Oui, ça c'était quelque chose clairement qui n'était quasiment jamais traité en fait. Exactement. C'est-à-dire que c'était un outil, c'est-à-dire que son argent pour l'instant dans tous les films, c'était juste un gadget en plus en fait. C'était ce qui lui permettait d'avoir des gadgets et oui et non en vrai un gadget en plus dans le sens où parfois ça lui servait à acheter je ne sais quel compte offshore, enfin je sais pas, tu sais, par des trucs et qui lui permettaient de pas en tant que Batman et c'est ce qui lui permettait de faire avancer une mini intrigue par rapport à un autre méchant, mais jamais on s'est dit attends, qui es-tu par cet argent en fait et où est ta légitimité de faire ceci ou cela dans cette ville. Et en fait, ça résout beaucoup plus de facettes de la personnalité et de l'identité de la personne quand tu réponds en fait à la bourgeoisie en fait. Et le fait en fait justement de garder une seule entité et de pas traiter Bruce Wayne séparé de Batman, ça permet ça aussi. C'est-à-dire que avant il y avait clairement une séparation. Il devient Batman, ça devient presque notre personnage, tu vois, qui n'est pas, qui va pas être ancré dans la même réalité finalement que Bruce Wayne. Et ici c'est pas le cas et c'est ce que je trouve hyper intéressant dans le film. Donc on le montre comme quelqu'un de très intelligent, il va résoudre des énigmes assez et qu'on nous pose en tout cas comme assez complexes rapidement. Et quels sont les endroits où il se trompe ? C'est en fait les endroits où sa classe sociale ne lui permet pas l'empêcher de voir quelque chose. Et ça arrive à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il y a une blague assez marrante de Catwoman à un moment donné à ce niveau, où il y a lui qui commence à dire « Mais ton amie, elle sait ce qu'elle faisait de toute façon si elle allait travailler dans ce bar avec des brigands. » Fallait pas mettre une jupe, quoi. Exactement. Elle savait comment elle allait finir et Catwoman la regarde et grosso modo, elle lui dit « PTDR, sale bourgeois. » Et elle lui dit exactement « Oh, je sais pas qui t'es, mais on voit que t'as grandi dans l'argent. »
t'es riche. Pas besoin de problème. Ouais. Et on le voit à plusieurs reprises, c'est-à-dire à un moment donné, il y a un flic qui lui dit que son oncle est couvreur et donc il sait à quoi sert un outil. Et Batman ne savait pas à quoi ça servait. Et ça servait à enlever la moquette, tu sais, justement. Non, mais puis surtout, c'est au-delà de ça. C'est qu'en fait, non seulement... en fait, il a obligé le flic à lui expliquer pourquoi il connaît cet outil. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre entre flics, il aurait rien dit parce qu'en fait, il a oublié qu'en vrai, les flics, c'est des pauvres en fait. Ouais. Et que du coup, leurs cousins, c'est des pauvres aussi, tu sais. Genre... Pourquoi moi je connais pas. Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, c'est genre, sinon, peut-être t'allais devenir un suspect en fait. D'où tu sais que ça enlève des moquettes en fait. J'avais jamais vu cet outil, moi si je peux me permettre, je ne savais pas. Moi je croyais qu'il fallait tirer comme un début. Voilà, moi je fais ça à l'opinel. Moi je fais faire ça au coup, voilà. Même d'ailleurs où son pauvre niveau en espagnol, même ça on pourrait le prendre comme un discours de classe sociale aussi, tu vois finalement. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fois qu'il a un problème, qu'il n'arrive pas à résoudre une énigme, c'est à cause de ça. Et on verra d'ailleurs que le Riddler justement vient de l'autre opposé du spectre économique. Non, mais oui, c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est que bon, on rentrera peut-être plus dans les détails en fou. Dans la partie spoil. Bien entendu, même si on vient de bien spoiler moi pour l'instant. Mais non, oui, mais moi pour ceux qui sont pas habitués, on spoil comme des cochons. Moi, j'étais ravi de enfin, on parle de l'argent, quoi. Ouais. Oui, enfin, on parle de ça. C'est ton cheval de bataille un peu dans la vie. Mais c'est tout le sujet du film, finalement. Puisque ça va être la corruption, ça va être vraiment des petites affaires, de petit argent, de petits pots de vin, de petits. Oui, c'est ça. C'est comment dire ok, finit par niquer toute la société en fait. Mais même dans le trajet, parce que aussi il y a quelque chose toujours de comment tu racontes Batman, ça va dire beaucoup de ta vision politique. On l'avait vu chez Nolan, finalement la trilogie Batman, c'est sa trilogie la plus politique sans doute, où il révèle vraiment son côté républicain, tu vois, ce qui est pas du tout gênant de voir, mais il y a une vraie vision, tu vois, qui est portée par ça. Ici on va le voir, il y a d'ailleurs un vrai trajet politique de Batman qui va passer d'un Batman qui pense que pour résoudre le crime, il suffit en fait de supprimer les éléments problématiques de la société, donc vision de droite, où il va passer à une vision beaucoup plus social-démocrate, on va dire, durant le film, puisque l'idée, ça va être de voir qu'il y a des structures en fait politiques qui vont intrinsèquement sur la vie des gens, et en s'engageant à la fin, il prend presque un engagement politique en disant maintenant il se rend compte en fait que pour résoudre les problèmes il suffit pas de taper sur les criminels, et ça c'est assez intéressant. Mais d'une autre manière, je trouve que le film va très loin pour un film de super-héros, il va sans doute pas assez loin à certains endroits, on y reviendra sans doute dans la partie spoiler, mais je trouve qu'il y a certains endroits qui paraissent un peu d'ailleurs improbables au niveau du scénario, et on en reparlera, mais où il va pas jusqu'au bout de son concept, je crois. Tu veux dire en termes de super-héros ? Non, en termes vraiment de narration ici. Notamment au niveau de la corruption des institutions, où il y a un moment donné dans le film. Bon, on en reparlera en partie. Mais tu vois, moi j'ai juste envie de ressouligner un truc qui est très important et qui, pour moi, alors voilà, moi ce film, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et typiquement, tu vois, Joker, j'ai aussi beaucoup aimé. Et en fait, c'est intéressant pour moi, comme il y a Hollywood. Moi, je trouve que Hollywood fait des bons films que quand c'est le moins de niveau de super-héros. C'est-à-dire qu'en fait, ce film-là, ça aurait pu être un film policier. Ça aurait pu être un film policier, et à la place d'avoir des énigmes adressées à Batman, c'est adressé au détective Moncu, qui est le seul détective intèbre, par exemple. C'est comme si ce serait exactement ça. Et Joker, c'est la même chose. C'est pas Joker. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, si t'enlèves les mots Wayne ou quoi, c'est un film d'un malade mental. On l'a un peu dit, c'est un taxi driver. Ouais, c'est un taxi driver. Et en fait, c'est marrant où je me dis, tiens, il y a des gens qui arrivent à essayer de revendre des films normaux, mais ils sont obligés de mettre l'étiquette super-héros. Et en fait, il n'y a que Batman qui te permet ça. Parce que c'est celui qui n'a pas de super-héros et de super-pouvoirs. Encore une fois, il y aurait des choses intéressantes à raconter avec des super-pouvoirs. Oui, mais en fait, plus tu rajoutes des super-pouvoirs, plus tu dois être extrêmement politique. Mais genre politique au point de remettre en cause... le type de gouvernement. Là, tu peux faire de ton film un film genre un poil
politique en mode non, Ocasio-Cortez. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais une narration sinon beaucoup plus symbolique à la Richard Donner dans le premier Superman, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est-à-dire tu parles de Dieu, quoi, tu parles de récits bibliques, tu vois, tu parles c'est possible de faire ça aussi, mais c'est pas le choix qui est fait aujourd'hui dans les films de super-héros, donc on est dans un entre-deux bizarre où à la fois on veut parler d'êtres humains et à la fois il y a surtout c'est terminé en fait ça. Tu vois, il y a le côté de on n'a jamais vu un vrai Superman dans le vrai monde réel. Et en fait, du coup, ils essayent à chaque fois de te vendre ça, sauf qu'ils traitent pas les vraies choses, en fait. Parce qu'en vrai, tu vois, j'en sais rien, montrez-moi en vrai, un vrai Superman républicain, vraiment, tu vois, qui a été élevé par 2 républicains en Kansas. Ou s'il n'est pas républicain et qu'il est vraiment en mode, je suis un étranger clandestin, oui, qui à un certain moment, comment tu peux voir des gens faire des manifs et toi, tu as le pouvoir de, tu sais... de niquer tous Poutine. Les pétrolus. Oui, de tuer Poutine en vrai, tu vois c'est ce que demandent les gens en ce moment. Ou de juste de déplacer toute l'armée russe aux frontières. Genre, tu sais, de faire reset. En fait, finalement, vous êtes tous repartis en Russie, etc. De ne pas traiter ça. Le truc, c'est que... Après, je te dirais, tu vois... ce dont tu parles, c'est Watchmen en fait. Oui, non, mais bien sûr. Mais finalement, comment on traite le super pouvoir à ce niveau-là. Mais quand tu regardes le récit d'Alan Moore, tu vois sur Watchmen, son idée c'est de dire attention, si on tire jusqu'au bout la logique des super-héros, vous allez on tombe parler sur d'autre une chose. horreur en fait. Oui, non, mais on tombe sur une horreur, mais surtout on va tomber sur quelque chose qui est interdit par Hollywood, qui est de dire un grand non. Tu sais, au système impérial ou capitaliste ou des trucs comme ça. Là, pour moi, c'était genre le max que tu puisses faire dans un film, c'est-à-dire t'es en mode Bernie Sanders. Tu vois, t'es en mode genre avoir des milliardaires quand même, c'est trop de pouvoir. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Avoir un truc où tu dis les problèmes qu'on a dans la rue ne viennent pas que de gens de la rue et qu'il y a une origine socio-économique plus complexe que ça. Et pour moi, c'est le max que tu puisses vendre à Hollywood normal, tu vois. Et c'est drôle qu'ils doivent utiliser des films de super-héros. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu pourrais faire exactement le même film aussi pop, aussi cool, avec le même truc, avec Liam Neeson. C'est-à-dire que pourquoi dans tous les films de Liam Neeson, ça ne dit rien? Ouais. Tu vois? Ouais. Dis quelque chose. Ouais. Après, ils sont là genre putain, il y a eu du succès de malade. Tiens, sur Joker. Ouais, parce que tu dis un truc en fait. Ouais. Mais après pour Batman, je pense que c'est un peu une critique. Si t'enlèves Batman au film The Batman, c'est Zodiac avec des pictogrammes, c'est Prisoners avec Paul Dano qui joue encore un mec des lunettes embuées. C'est très bien Prisoners. Oui, mais en vrai, oui, c'est très bien. Mais alors c'est pas un film. Non, mais alors c'est pas un film nouveau. Et puis moi, je crois que ça m'a fait un petit kick pendant le film. Oui. J'ai pas trouvé ça très original, mais je connais pas bien l'univers Batman des bouquins. Je me suis dit la fille de pute, Zoé Kravitz, qui est la fille d'une meuf qui s'est faite violer dans le monde des gangsters. Je me suis juste dit je l'ai déjà vu. Je m'attendais à des trucs c'est beaucoup plus originaux. Je veux être tout le temps surpris. Mais oui. Voilà. Excusez-moi, hein, on a fait le droit de. Excusez-moi. Vous l'avez pas briefé, le connard qui dit du mal du film? Non, mais oui, t'as raison. Non, mais c'est juste visuel. En vrai, c'est juste. Voilà, de toute façon, les films se ressemblent. Au bout d'un moment, la vie, c'est comme ça. Ouais, mais moi, du coup, j'étais juste heureux de voir bon film policier, en fait. C'est ça, ouais. En fait, ça pioche dans des trucs qu'on a déjà vus, mais ça pioche bien, c'est bien assemblé, puis c'est beau. Et c'est combien de miams vous donneriez à ce film? C'est des miams, c'est sur 5 ça me dit quelque chose, ça. Fin de séance, c'est des burgers. Ouais. Moi, je donnerais 4 bons miams. Voilà. C'est sur 5. Oui. Sur 26. C'est particulier. Je sais pas. Ouais, 3,5 ou 4, un truc comme ça. Ouais, moi, 4 francs. 4 francs avec des frites, 4,5. Allez, 4,1, 4,2 parce que je faut m'en compter. Avec 2 nuggets, quoi. Ouais, voilà. Une sauce de luxe supplémentaire. Juste, c'est ça. Donc, comme ça, voilà, on a donné le truc. Franchement, on conseille, quoi. En ce moment, oui. Ça vaut le coup, quoi. Oui. Si justement, il y a quelqu'un qui vous dit... et vraiment... Si c'est entre ça et un film avec Philippe Lachaud, allez voir Batman. Vraiment, si vraiment vous hésitez, quoi. Ouais, parce que après, c'est vrai que c'est la durée de 2 films avec Philippe Lachaud. C'est ça aussi le problème. Donc voilà, on conseille. Maintenant, attention, on va aller en full spoiler. C'est-à-dire que là, on est libre, on peut tout expliquer dans Pourquoi les ils détails. le font mourir? C'est le mec n'importe quoi. On y va.
Donc tu voulais dire un truc justement. Tout à fait, ouais. En fait, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est pendant tout le début du film, j'avais vraiment l'impression, tu vois, on parlait de Joker qui s'inspirait de Taxi Driver. Je trouvais qu'il y avait un petit côté Serpico, tu vois, dans le côté corruption de la police généralisée, vraiment aucun espoir. C'est-à-dire pendant toute la première partie du film, on nous montre grosso modo que le seul flic intègre, c'est le commissaire Gordon. Et vient le moment où va être arrêté Falcon. Et à ce moment-là, il y a Gordon qui dit ouais, on est venu t'arrêter, moi et tous mes potes, les flics pas corrompus. Et là, t'as des dizaines de flics non corrompus derrière lui qui sortent de nulle part, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on dirait qu'il va pas jusqu'au bout de sa logique de dire ouais, faut réformer la police. Et que là, il retombe dans cette espèce de truc. Finalement, t'enlèves les 2-3 qui étaient pourris et ça va, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu décevant. Et je pense que ça vient aussi de cette vision un peu social-démocrate, tu vois, du film. Oui, je vois ce que tu veux dire du coup de dire ça. Ouais. D'être soft, en fait, tu vois ce que je veux dire. De voir les éléments qui posent problème, mais de pas vouloir aller plus loin que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans tous ces éléments, même à la fin, ce truc de dire finalement, mais aussi, c'est pas un personnage qui est très fouillé. La nouvelle maire de la ville. Finalement, c'est un personnage un peu artificiel où elle est, c'est le chevalier blanc, tu vois, sans peur et sans reproche. Donc pareil, c'est-à-dire finalement, pour résoudre nos problèmes, il suffisait de trouver le politicien qui n'était pas corrompu. Et je trouve qu'à la fin, finir sur cette note-là, ça détruit un petit peu de ce qu'ils avaient construit durant le film, quoi. Après, je suis d'accord que peut-être c'était un poil précipité. En fait, c'est surtout la fameuse scène où quand il sort, il y a tous les bons flics. Tu vois ? C'est vrai que là, il y en avait trop des bons flics. Même scénaristiquement, ça tient pas trop, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est-à-dire qu'en visuellement, ça fait. Il y a trop visuellement, c'est une foule. Il y a une foule et il y a un côté. Et en fait, tu sais quoi ? En vrai, garde la même foule, mais donne-nous une scène où Gordon, je sais pas, à la CB, il a envoyé un message qu'aux gens qui croient sur, ou tu vois, ou que ce soit même complexe pour lui de trouver les gars des bons districts en qui il peut faire confiance ou des choses comme ça. Ils étaient même pas obligés parce que regarde comment ça se déroule après. C'est-à-dire, imagine, il y a que le commissaire Gordon qui vient pour arrêter Falcon. Et Falcon qui fait une scène, tu te rends pas compte, j'ai toute la justice dans ma poche, ça va pas passer. Gordon qui fait oui, on va bien voir. Et là, Falcon se fait de toute façon tuer par le Riddler en fait. Donc en fait, ça n'aurait rien changé au scénario qu'il soit pas accompagné par les flics. Mais il y a c'est vrai qu'après je pense qu'il y avait ce côté c'est juste cette manière de vouloir thématiquement retomber sur le status quo et de vous dire vous inquiétez pas, c'était pas si pourri. Non mais en fait c'est même pas c'est pour que les gens dire genre Blue Lives Matter, tu vois, un peu. C'est pour dire genre les flics c'est pas tous des mais on le sait puisqu'il y a Gordon. Oui. Mais en vrai du coup c'est ça. En vrai moi j'aurais aimé juste un petit détachement avec Martinez et 4 autres gars qui sont ses gars sur à lui, tu vois. Et puis c'est tout. Parce que ça aussi c'est un des grands thèmes de Batman qui revient souvent, c'est jusqu'à quel point tu peux pousser quelqu'un pour qu'il bascule de l'autre côté. Double face double face dans la trilogie de Nolan ou dans les bouquins, ou la BD d'Alan Moore justement, Killing Joke, qui aborde ce sujet. Donc c'est un sujet qui est intéressant et qui est un peu traité ici aussi, tu vois, à travers le commissaire Gordon notamment. Mais je trouve que cette volonté de pas aller jusqu'au bout, ça m'a un peu déçu, surtout qu'il y a plein de choses. C'est-à-dire moi le Riddler, c'est un des meilleurs Riddlers que j'ai vu. Je trouve qu'il en a développé vraiment. Des meilleurs méchants, franchement, pour le coup. On l'a déjà vu lui. Oui, Jim Carrey l'avait fait dans le film de Schumacher. C'est vrai qu'il n'y a aucun rapport. Mais là, je parlais même BD confondu, tu vois, ou trucs comme ça. Je trouve qu'ils en tirent quelque chose. C'est-à-dire que là, on a un Riddler vraiment contemporain. Ouais, il utilise toutes les technologies actuelles, tu vois, genre son Patreon là. Mais derrière, même d'où ça vient. Sur le dark web. C'est-à-dire que dans son petit discours, il a vraiment un côté où on peut s'attacher. C'est-à-dire, on voit d'où il vient. Il explique que lui c'était un orphelin et notamment il a découvert que Bruce Wayne était Batman et il était dégoûté quand on parlait du pauvre petit orphelin Bruce Wayne. Non, il a pas découvert que Bruce Wayne était Batman. Justement. Bah à la fin on le... Non. Ah tu crois ? Ouais, non, justement, parce qu'à un moment, il a cru, Batman, qu'il allait dire ça, et puis il lui a dit, mais putain, c'est le seul qu'on n'a pas réussi à avoir, Bruce Wayne. Mais cela dit, je croyais qu'il était dans le jeu encore. Oui, moi aussi, mais en fait non. Mais par contre, le discours qu'il a tenu sur Bruce Wayne, c'est magnifique. Il est dire genre, la scène il est vraiment orphelin, bien. Mais il est orphelin avec un majordome
et $1 milliard, quand t'es orphelin comme ça, t'es pas orphelin. Voilà. Moi, je viens de genre d'un vrai orphelinat à 19 dans un dortoir. Où il y avait des bébés qui mouraient tous les ans parce qu'on n'était pas assez chauffés. Et donc, on voit d'où ça parle, on voit sa vision de la société. Il a un côté un petit peu gilet jaune. Et après, même, ça va plus loin. Il y a même un côté QAnon, en fait, chez le personnage. Mais ça, ils l'ont bien utilisé. Les mecs rassemblés sur Internet et dans ce truc, même de vouloir dire, à un moment donné, t'es dans un tel état de désespoir que tu t'accroches à ce que tu peux, quoi. Bien sûr. Et donc, il y a ce truc intéressant où c'est pas du tout, tu vois, pour dire évidemment le film n'est pas pro-terroriste, tout ça, mais en tout cas, il donne une vraie justification à son méchant. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu peux te dire. Il y a plusieurs choses. C'est l'extrême droite qui disait là. Non mais le film n'est pas pro-terroriste, etc. Mais son discours, toujours encore une fois au Batman, à la fin, en lui disant hey, on a fait une belle équipe, nous deux. Et en fait, tu dis, bah, même si tu lui dis non, en vrai, vous avez fait une belle équipe tous les deux. Tu peux pas nier le fait que, effectivement, il fallait pas que révéler, il fallait pas que être le Snowden des trucs, surtout, il fallait faire exploser la vérité, tu vois. Et surtout la différence avec, parce qu'on en a déjà parlé avec Areski de ça, que la plaie des films de super-héros contemporains, c'est que le discours politique, il est généralement seulement porté par le méchant et que les héros n'ont rien à apporter face à ça. Et ici c'est marrant parce que ça reprend ça, mais ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que quand il y a le Riddler qui fait ce discours à Batman, il a rien à répondre en fait. Il est là en face et il se sent con presque, tu sais. Il a une espèce de truc de dire ouais, je comprends ce que tu me dis, je sais pas quoi faire. Et à partir de là, que fait Batman ? Il décide de s'engager. Il va dire, je pense que les choses peuvent changer si on essaie de prendre... Donc, en fait, le discours du méchant modifie Batman. Alors, tu vois, il l'a insulté quand même avant. Non mais c'était intéressant parce qu'en vrai, il y a aussi ce truc de... Je me rends compte que tu as raison. Et tout ce que j'ai à dire là, c'est t'as cru quoi ? T'as cru que je bossais avec toi, espèce de merde, etc. etc. Non, mais bien sûr, mais tu vois, c'est après qu'il s'engage. Mais c'est parce qu'il y a eu ça. Mais même avant, entre guillemets, avant que. Oui, parce que il avait pas. Oui, c'était avant tout ce qui s'est passé. Et je trouvais que c'était très bien fait, encore une fois, son mini arc de je ne peux pas que être la peur et la négativité. Et je trouvais qu'il y a ce petit côté de porteur de lumière à la fin. Elle est rouge d'ailleurs, la lumière. Le fumigène, etc. Où tu te dis, c'est marrant, mais là je comprends le Batman qui finalement est d'accord avec Superman. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc de, il faut un espoir en fait. Après, ce qui est intéressant aussi dans ce côté QAnon justement, c'est ce truc de finalement le Riddler, il va irriguer plein d'autres personnes parce que son discours porte en fait finalement. Et c'est intéressant de voir à la fin, il y a tout un tas de gens en fait qui ont acheté des fusils et des masques à gaz, grosso modo, et qui se prennent pour le Riddler. Et cette scène, elle est assez incroyable, de l'air de voir en fait comment le mal peut contaminer, d'où il vient, d'où il part, et en fait que taper sur des criminels, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, si tu ne modifies pas justement la structure qui a permis ces criminels, et ben finalement il y a quelqu'un d'autre qui va acheter un autre fusil et un masque à gaz à un moment et qui va devenir le nouveau criminel. Et ça, sur le cycle de la violence, c'est aussi quelque chose que j'avais pas forcément beaucoup vu, tu vois. Il y a même la dernière scène où il est après le flambeau, il est au chevet d'une femme en civière. Je crois que c'est à la toute fin là, quand tout le monde est sauvé, machin. Et il est paralysé par, il voit pour la première fois un peu la souffrance de près et les gens pour une fois, il a défendu les gens pour de vrai en les sauvant de l'eau. Plutôt qu'en frappant ceux qui leur font du mal. Et on le voit vraiment, et là il se rend compte qu'il y a un autre moyen de faire. Un autre moyen. S'engager à gauche. C'est le mec. oui, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est le côté de. En fait, on peut aussi construire et pas faire que détruire. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un peu le miroir de la première personne qu'il a entre guillemets sauvée en niquant la gueule d'un gang. La victime avait peur du Batman aussi. Elle a dit me tapez pas non plus. Et il ne dit rien, le gars, d'ailleurs. Puisque, encore une fois, le gars n'est là que pour taper les gens mauvais. Il n'est pas là pour te rassurer ou te faire passer une bonne nuit ou quoi que ce soit. Ou comme Superman, un petit tour dans les airs et tu t'iras bien. C'est vraiment... Alors que, justement, c'est typiquement la ville qui en a besoin, Gotham, tu vois. Qu'on un tour au-dessus des nuages, peut-être aussi, pour voir du beau temps. C'est ça, qu'on te dise... en fait, ça va aller. Tu fais pas tout ça pour rien. Tu vis pas pour rien, etc. Je vais aussi parler de deux petites déceptions aussi que j'ai eues, tu vois, dans ce film. En fait, le film, je le trouve un peu
un peu à l'image de son OST, de sa bande, de sa musique en fait. Oui. Bande originale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. De sa bande originale. Donc la bande originale, elle a été composée par Michael Giacchino. Elle est plutôt belle. C'est beaucoup cette variation autour de cette chanson de Nirvana, tu sais, qu'on entend dans le film. Something in a Way. Exactement. Et on dirait, tu sais, le début d'une marche funèbre, mais qui n'arriverait jamais jusqu'à la fin, jusqu'à la résolution de son truc. Donc, en termes musicaux, je trouve ça très intéressant, mais sur le film, je trouve que ça donne un film très monotone, où il y a très peu d'humour, où on va pas passer, tu vois, d'un état à l'autre, où justement qui est un peu reflété par le sous-jeu des personnages, et je pense que c'est entièrement voulu, parce que c'est très maîtrisé en termes de mise en scène, mais je trouve ça un peu morose, et je crois que j'aurais aimé de temps en temps un peu plus de fantaisie, tu vois, dans le film. C'est ce que je disais, je regrette qu'on ait eu encore un Batman un peu sombre et tout ça, même si j'ai aimé le film. Donc ça, c'est un petit truc personnel, tu vois, vraiment que j'ai autour du film. Deuxième chose que j'ai à lui reprocher, c'est pour le couple principal, donc Catwoman, dont on a peu parlé d'ailleurs, et Batman, je pense qu'ils ont pris les deux acteurs les plus fuckable de Hollywood. Il y a un sex appeal de fou furieux, alors que généralement on joue pas trop sur ça dans les films de super-héros, bizarrement maintenant, et rien. Et on va pas au-delà. Et ça aussi, on en avait déjà parlé sur certains films, Areski. C'est pourquoi ils vont pas plus loin. Alors, Pattinson, moi, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé qu'ils s'embrassent déjà. Moi, j'aime bien quand il y a pas d'amour. Surtout quand un homme seul. En vrai, moi, j'aurais aimé une levrette, en fait. Oui, non mais moi aussi. Non mais vraiment, sincèrement, genre Catwoman. Oui. Genre, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de sexe du coup dans le Catwoman de Burton, ne serait-ce qu'avec les ongles, tu vois, sur un truc. Et parce que là. C'est ça le problème, c'est Disney, en fait. Parce que les Marvel, regarde, les super-héros Marvel, ils ont aucune sexualité. Alors qu'en vrai, avec leur pouvoir, je pense qu'ils pourraient vraiment... se faire des gros zizi. N'importe quoi. Ils pourraient vraiment être sur OnlyFans de ouf. Mais au moins, il y avait ce côté, pour moi, le seul à avoir, entre guillemets, une sexualité, c'était au moins Batman. Que ce soit de la fausse sexualité, mais sexualité quand même, quand il est Bruce Wayne, Playboy, etc., ou cette vraie sexualité par la tension sexuelle qu'il y a avec Catwoman, etc. Et en plus, je vais te dire, en vrai, c'est le Batman qui a le plus de sex appeal de tous les Batman. C'est-à-dire dans la manière dont il est présenté, dans son côté sombre, un peu émo, un peu torturé. Il est émo. En fait, il dégage un espèce de charme, avec ses cheveux de sexualité, là. Oui, avec ses cheveux. Mais même les moments où il enlève le masque et où il y a le mascara autour de ses yeux et autour de ça, il y a un vrai truc, tu vois, qui est construit autour de lui. Et c'est dommage que ça aille pas plus loin que ça. Même dans son corps, où d'habitude, j'en avais marre aussi du Batman brut, ou genre qui a un corps, tu vois, de viking, machin et tout ça. Là, il a un corps plus élancé, plus féminin, peut-être plus machin. Et finalement, ça fait ressortir beaucoup plus son côté sexuel, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est toujours le truc de c'est PG-13. Donc voilà, mais c'est ce que tu disais aussi quand on était sorti du film, le pas de sang. Tu vois, il y a des gens qui se prennent des coups partout. Moi, ça, c'est Donc, ça et en fait, c'est la même chose en fait, tu vois. Il y a une espèce de. Il y a un truc. En fait, quand est-ce qu'ils vont réaliser qu'ils peuvent aussi sortir au cinéma 2 versions? C'est parce qu'en fait, regarde, là, il y a eu un Ben Affleck. Ils vont continuer à faire le truc de Ben Affleck. Ah bon? Avec ce qui va être dans The Flash. Attention, j'ai pas dit qu'ils vont faire The Batman avec Ben Affleck. Mais ce que je veux dire, c'est que avec les 3 dedans, comme dans Enfer. Mais oui, parce que ça pour tous les trucs, tu sais. Mais non, mais ils vont le faire. Désolé d'être sur le truc. Mais dans Flash, c'est sûr, puisque dans Flash, ils vont faire le truc de Flashpoint, etc. Donc il va y avoir le Batman de Michael Keaton. Il va y avoir le truc. Mais ça, c'était prévu avant que l'autre sorte. Mais bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que, écoute, puisque de toute manière, tu sors des films qui se superposent avec 2 acteurs différents, fais un truc pour les adultes. Fais un truc pour les adultes, quoi. Où il y a du sexe, il y a du sang, et il y a des questionnements sur la santé mentale de tout le monde. Et en fait, ça ira. Tout comme il y a des BD qui sont, tu sais, où tu les filerais pas à tes gosses, en fait, tu vois. Donc, mais le problème, c'est que, tu sais, arriver à la fin du processus, je crois, de pré-prod, ils font...
Oui, mais bon, maintenant qu'on s'est fait chier pour tout ça, Ouais. on peut aussi monter le truc pour que quand même on prenne les millions de dollars des gosses, tu vois. Ouais. Et bah du coup, oui, t'enlèves. C'est dommage, après peut-être c'est malsain de vouloir du sang, mais il est quand même violent. Et tu vois, dès la première Oui, scène, c'est violent. moi j'adore les scènes où les mecs se contrôlent plus et tabassent un mec au visage à 20 reprises. Ouais. Et je veux voir le crâne qui s'est effondré dois- sur son visage. Ouais. Tu dois aimer Tu vois. Gaspard Noé, toi. Hein. Ouais. Ah, j'ai adoré ça, ouais. C'est vrai. Non mais oui. Ouais. Mais en vrai, oui. Je pense que c'est important aussi de voir J'aime The Boys, les par exemple. ouais, non mais oui, C'est- de voir c'est- les conséquences Non, Ouais. mais de en la fait, c'est ça, violence. c'est- Et surtout tu traites Batman, les en fait. choses, il Les faut autres, les- non, je leur demande pas, mais Batman, il y a de l'incontrôle, il va pas bien. On voit qu'il même. Voilà, et il faut qu'il montre qu'il peut faire du mal, même aux méchants, mais du mal. veux Et ça, voir pareil, c'est qu'ils se souvent sentent mal, une en fait. volonté d'avoir un discours sur ça, c'est-à-dire que tu vois quand ils pensent, c'est-à-dire moi je pense vraiment que si tu traites la violence, faut aller jusqu'au bout. Si tu traites aussi justement de la sexualité, faut aussi montrer des choses, tu vois, etc. Et je pense, tu sais, c'est le film de Kurosawa, Sanjuro, qui se finit par un duel avec un bain de sang. Donc on a un duel au sabre. Où c'est un long plan où ils se regardent les deux avec la main sur le sabre, tu vois, et puis finalement le sabre est dégainé, il y a une gerbe de sang qui éclabousse partout, tu vois, et c'est horrible, tu vois, et il y a des gens qui assistent à ce duel et qui disent à Sanjuro, le héros du film, quel duel magnifique, et il y a Sanjuro qui essuie le sang de son sabre, qui le remet et qui fait vous n'avez rien compris, la violence n'a rien de beau, et il s'en va. Et il y a une espèce de truc, tu vois, comme ça, où t'as joui du spectacle de la violence et où à la fin il te ramène à ça, il y a un discours autour de ça. Ouais. Et pour avoir ce discours, il faut montrer ce qui s'est passé. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Et souvent, il y a cette volonté de dire, de rendre, finalement, quand tu montres pas les conséquences, tu montres la violence comme quelque chose de fun. Et je trouve ça, pas génial. Mais parce qu'en fait, du coup, Puis quand il se fait flinguer, on sait pas s'il prend des balles ou pas, tu sais, il est toujours. Visuellement aussi, ça flash parce que il a une armure qui le protège, mais à la fin, il y a un moment, il est pas bien dans le combat final. Mais moi, en voyant quand il se fait tirer dessus, je me suis dit, bon, bah, il s'est encore fait tirer dessus des petites étincelles sur son plastron. Pourquoi il va pas bien? Bon, évidemment, ça fait mal, un fusil à pompe, même avec du Kevlar, normalement, t'arrives pas à respirer pendant un moment. Oui. Mais ouais, ça me manquait de. Même pour lui, je le voyais pas assez touché. Ah, pour lui, tu veux. Je voyais pas assez son sang. Moi, en fait, c'est surtout. Moi, je veux voir l'impact. En fait. Parce que pour moi, je peux le projeter, l'impact psychologique de la violence dont le personnage vient d'être le perpétrateur. Et effectivement, tu vois, quand le gars il tabasse quelqu'un, le voir regarder en fait. Tu vois. Et le voir regarder, c'est aussi un peu nous désolidariser de lui, tu vois. Et en même temps, nous dire il est fou, en fait, il est un peu fou. Il faut qu'il parle à quelqu'un. Tu vois, et ça c'est con, mais c'est fini maintenant le truc de ah ouais, mais on a fait un excellent travail sur le son, on ressent vachement plus la violence. Mais en même temps, là, le gars, normalement, c'est toute sa vie d'ITT, tu vois ce que je veux dire? Et puis ce qui se passe après, c'est pareil, tu sais, c'est Alan Moore quand il fait V pour Vendetta. Où le premier assassinat, c'est un des pires ministres de ce gouvernement totalitaire. Tu sais, c'est le ministre de la surveillance, justement, tu sais, derrière. Et donc, V le tue de manière très froide. Et qu'est-ce que c'est le chapitre d'après? C'est on suit sa veuve et comment sa veuve, en fait, va être virée de la haute société à cause de ce qu'on a découvert sur son mari et comment elle va petit à petit tomber dans la pauvreté, etc. etc. C'est-à-dire la violence, oui, mais il faut montrer et savoir ce qui se passe après. Et donc, et là, pareil, un crime politique, c'est violent, il y a des conséquences et Alan Moore, il veut montrer le truc. C'est-à-dire que il faut voir, en fait, jusqu'où on va dans la violence, tu vois, pour apprécier, en fait, jusqu'où tu vas aller, en fait, pour faire des choses. Et souvent, on oublie ça, en fait, quoi, dans la plupart des films, quoi. Et c'est... Mais oui, c'est-à-dire qu'après, tu vois, par un truc de montage, tu pourrais très bien voir un gars d'un gang, tu sais, expliquer vite fait, même sans parole, comment un gars d'un gang, un nouveau gars d'un gang, arrive et est obligé de rentrer dans ce gang pour avoir un peu de thunes pour sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire ça, et après, les conséquences d'avoir une jambe brisée ou un genou brisé for all his life, tu vois. Tu pourrais faire ça. Un petit court-métrage de 15 minutes de Batman qui a tué une famille, par exemple. Tu vois. Parce que sinon, c'est trop un jeu vidéo. Quand les combats, c'est juste éliminer les méchants de ce niveau, après niveau suivant. Et ce qui est un peu dommage, parce que le film, en plus, a ce discours de vouloir aller, tu vois, chercher les origines et les trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on a le discours, mais en 3 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et en
en 15 minutes, t'as vite fait le discours, quoi. Ouais. Et en fait, en 15 minutes, mais avec Batman qui, tu sais, se dit, tu sais quoi, je vais prendre ma souris, là, moi qui ai accès au Gotham PD. Non, mais genre, tu sais, je vais voir ce gars-là. Où est-ce qu'il en est, là, tu sais. Et là, il regarde toutes ces feuilles de sécu. Ouais. Ah, il a arrêté la fac depuis que je l'ai fracassé. C'est ça. Mais c'est ça. Mais et ça, ce serait en vrai. Bon, là maintenant, de toute façon, ce Batman-là, il a changé, soi-disant. Mais oui, mais n'empêche, c'est intéressant. C'est d'avoir ce truc-là. Et que du coup, peut-être que la fois d'après, il retient ses coups. Et peut-être que la fois d'après, le fait de retenir ses coups, et ben du coup, il en prend plus. Tu vois, en fait, et d'avoir ce problème. Ouais, que ça devienne un problème. Que tout soit un problème parce que tout est compliqué. Oui. Et bon, bref. Voilà. Mais écoutez, si vous voulez en tout cas nous donner de l'argent pour qu'on écrive le prochain Batman, il y a pas de souci. J'étais en train de me dire, mais qui êtes-vous en fait? Mais ouais, voilà. Je sais pas, il y a des scènes dont vous vouliez reparler. Je pense que on a parlé des grosses. Moi, le wingsuit, ça m'avait ça m'avait marqué. Le Riddler à la fin, mais il sait filmer les scènes d'action en plus. Matrix, oui, totalement. Vraiment, ça fait longtemps au cinéma que j'avais pas vu même une course poursuite en voiture où j'étais un peu dedans, tu vois ce que je veux dire. Et j'y repensais d'ailleurs, c'est marrant, je pense qu'une des dernières qui m'avait comme ça retourné, bon c'était il y a longtemps, mais c'était La Nuit nous appartient, tu sais, de James Gray, qui avait fait aussi une course poursuite sous la pluie. Et là c'est marrant de voir aussi, tu vois, justement qu'est-ce que tu peux faire avec les effets spéciaux numériques, c'est-à-dire que une scène sous la pluie, c'était impensable avant les effets spéciaux numériques, c'est-à-dire aucun cascadeur accepterait de faire une course poursuite en voiture sous la pluie. Et donc là pareil, il fait ressentir comme ça toute cette pluie, ce déluge qui arrive sur la ville en même temps. Enfin cette scène je l'ai vraiment trouvé superbe, quoi. Et non, rien à dire sur les acteurs. En fait, tu sais, toi qui dis que Colin Farrell et The Riddler peuvent être à certains moments en couleur, Paul Dano, excellent. Colin Farrell, je l'ai pas... Il a peu de scènes. Ouais, il a peu de scènes, mais c'était pas non plus... Tu vois, en fait, c'est vrai que je savais pas... Peut-être qu'il savait pas se positionner entre... Est-ce que je me mets en mode full... pingouin, ou est-ce que je suis quelqu'un de la mafia et en vrai j'ai déjà vu des personnages de la mafia dans même les Sopranos plus haut en couleur que le pingouin, tu vois. Donc je sais pas, j'ai pas ressenti de personnalité en vrai. Moi j'avais pas compris que c'était Colin Farrell au début. Oui, après, et j'ai vu sur internet des gens dire qu'ils l'ont bien modifié physiquement pour qu'ils finissent par ressembler à cet acteur qui joue Octopus dans Spider-Man là, et qu'ils auraient pu prendre ce mec directement. Molina. Ah oui, Molina, ouais, ça serait trop drôle. Et en fait, il ressemble beaucoup à Molina, quoi. Ils se sont dit, mais bon, Colin Farrell, il faut bien lui faire redécoller sa carrière, donc c'était bien pour lui. Mais ouais, c'est marrant. C'est vrai qu'il y a ce truc-là en ce moment, je sais pas, lui et Jared Leto, où à un moment tu te dis genre, vous voulez pas sinon donner le rôle à juste quelqu'un d'autre en fait. Ouais, Jared Leto, il va pas y arriver. Non. Jared Leto, il est tellement mauvais comme acteur. Colin Farrell, c'est quand même un mauvais acteur, Colin Farrell, c'est un mec. Mais Jared Leto, j'aimais bien parce que j'aimais bien 30 Seconds to Mars à l'époque. Mais si, y a pas, j'essaie de réfléchir s'il y a un film où je l'ai bien aimé. Si, non, mais moi j'ai rien de spécial à dire contre Jared Leto. Moi, c'est juste. En fait, ça me fait marrer parce que donner le rôle à un gros, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que imagine, ça veut dire que tu revois tous les films où, par exemple, il y a Philip Seymour Hoffman et dire non. En fait, c'est Jared Leto qui va jouer tout le temps. C'est ça. Pourquoi ça coûtera peut-être moins cher, Jared Leto. Mais en plus, c'est dommage parce que il y en a des super bons. Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Et tu passes, comme tu dis, quoi. T'imagines si on était passé à côté de Philip Seymour Hoffman à cause de son physique, quoi. Les rôles qu'il nous a donnés, quoi. Enfin, mais même les, mais après c'est compliqué. Mais même les gens à cicatrices et tout. Moi j'aime, faut trouver des mecs qui ont des cicatrices, tu vois, au lieu d'en faire des fausses. Non mais ça, à la limite, je veux bien que, tu sais, c'est comme d'habitude. Moi je suis prêt à m'en faire pour un rôle. Oui, c'est ça. Non, mais c'est comme d'habitude. Faites un gars, faites-lui passer juste 1h30 de maquillage pour ajouter les cicatrices et un petit nez un peu plus crochu. Et pas genre, et du coup on a moulé son corps pour pouvoir faire une fausse bedaine et tout. Il devait passer 76 heures dans la table de maquillage. On veut qu'il transpire, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné. On a rajouté un modèle numérique au-dessus de lui qui nous a demandé des millions d'euros de recherche et développement. Et ça fait du travail aussi. Ouais, ou sinon il y a le gars qui joue Pussy, justement, encore une fois, dans Les Sopranos, et il fait déjà 130 kilos et tout va bien. Et ça fait travailler moins de monde. C'est ça. Il faut des mecs sur After Effects. Oui, c'est ça, ouais.
Mais ça, c'est souvent le cas, hein, tu sais. Ça, c'est la méthode hollywoodienne où un acteur va passer, tu vois, dans un... Le martyr, quoi. Ouais, le martyr, où là, ils sont en train de faire, hein, tu vois, un biopic de Madonna. Et pour sélectionner l'actrice, il y a 3 actrices qui sont en lice. Elles doivent faire un bootcamp Madonna. Ah ouais, c'est des trucs où c'est limite. Ouais, j'ai passé 8 ans de ma vie à m'entraîner pour devenir Madonna. C'est quoi le bootcamp de Madonna à part genre baiser énormément et chanter beaucoup? Ça doit être des crucifix dans tous les orifices. Moi, j'ai envie de voir un documentaire sur le bootcamp. Sur le bootcamp, oui. C'est ça que je veux voir, tu vois. Que ça soit un désastre comme le Fire Festival. Et pareil, tu vois, enfin des trucs où c'est du genre, oui, j'ai passé 10 ans dans une communauté de sourds-muets pour jouer un sourd-muet, ou tu prends un sourd-muet qui va pouvoir le faire tout de suite, tu vois. Non, et mais voilà. tu sais, en fait, le problème. C'est chiant de travailler avec eux. Le problème, c'est que ça a commencé. C'est que tout a commencé par un truc qui est valable. Tu vois, ça a commencé par, hey, les gars, on va tourner le soldat Ryan, on va vous faire un bootcamp de Marines de l'époque. Comme ça, vous aurez les réflexes. Comme ça, quand vous allez recharger vos guns, ça va être crédible, etc. Et ça commence toujours par un gars comme Spielberg qui veut juste avoir la petite touche en plus, tu vois. Et ça finit par être un bise en soi, où t'es là, tu sais quoi, je préfère que tu gardes l'argent pour toi que à la place tu fasses un bootcamp du biopic de Queen. Mais arrête, en fait. Je écris le mieux plutôt le film, plutôt que j'ai quelqu'un qui vraiment, où tu as fait un moulage et que tu as mis des pailles dans son nez. Je crois qu'il y a certaines fois aussi, juste t'y arriveras pas. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends la leçon de piano, tu vois, de Jane Campion, Holly Hunter, elle était pianiste, en fait. Elle n'était pas actrice. Ah oui, ce ok. film. Donc, elle est allée chercher une pianiste parce qu'elle s'est dit, en fait, ça sera impossible de trouver une actrice et de lui faire suffisamment de cours pour qu'elle soit... Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a trouvé une pianiste qui était une actrice géniale, en fait. Ah ouais, d'accord. Et donc, elle a fait beaucoup de casting, tu vois, pour le trouver, etc., etc. Et à côté, sinon, on va tomber sur des trucs où, tu vois, ça passe, mais c'est... Si tu montres à une danseuse étoile Nathalie Portman dans Black Swan, elles te disent ouais non c'est une amatrice en fait. Ah ouais. Okay, tu vois ce que je veux dire. En fait il y a un moment donné tu pourras pas franchir une certaine limite. Tu vois ce que je veux dire. Et en fait voilà, tu sais quoi, ouais voilà, genre s'il faut être danseur étoile pour voir que Nathalie Portman c'était pas ouf. Oui, pourquoi pas. Le truc, pourquoi pas. Grave, pourquoi pas. C'est moi le reste du film, je l'achète très bien. Mais peut-être que t'aurais pu, tu sais, justement trouver une actrice qui était danseuse étoile et qui aurait été bonne actrice et peut-être que même en termes de spectateur, ça aurait fait mais pas aussi bonne que Nathalie Portman. Peut-être que ça aurait fait un effet encore plus fort même en tant que spectateur. Même si j'aime bien les non-acteurs moi en plus en général. C'est vrai qu'après il y a des gens qui savent bien les trouver. Ouais, qui n'ont pas de tic d'acting et tout et qui vont s'avérer être des révélations quoi. Ouais. C'est un appel pour tous les producteurs, je suis pas acteur. Mais donnez-moi du travail. Mais ça c'est après c'est le gros problème, c'est les espèces de en fait, on veut tellement te vendre aussi, ça fait partie du marketing de dire oui, ça c'est vrai. De dire hey, Miles Taylor, il est venu à la base, il avait pas de rythme et ensuite pour grâce à Whiplash et au bootcamp de batterie, maintenant c'est l'un des top 10 de mon cul sur la commode et tu fais genre ça devient ou alors, tu sais quoi, fais un raccord où en fait c'était pas ses bras en fait. Et je m'en fous. Mais ça marche hein. Et ça marche très bien. Je m'en fous parce que moi je suis là, je mange le popcorn et je fais genre J.K. Simmons excellent et c'est tout en fait. Ça fait des légendes pour les acteurs, genre pourquoi pas prendre un vrai anorexique pour The Machinist à Christian Bale parce que lui maintenant c'est ces 3-4 acteurs qui font le yo-yo qui peut être musclé à moitié mort, anorexique, obèse et tout. Et moi en plus souvent je dis je l'aime bien pour ça. Non mais c'est aussi. ça, c'est comme tu dis, ça fait partie du marketing aussi maintenant de dire il a perdu 48 000 kilos, il a eu un poids négatif à la fin du tournage. C'était un trou noir le gars. Et Sledger il est mort pour de vrai, il était fou et tout. On est allé un peu trop loin dans le bootcamp de la folie. Oui c'est ça en vrai. Ouais c'est ça. Au moins il sera pas dans le truc avec de réunification. Et Sledger il a eu la malice de se barrer de ce monde. Il prend le multiverse de Joker. Mais tu sais quoi, il y sera. Ouais, bah oui. Quand ils feront le multiverse de Joker, ils vont mettre sa tête sur quelqu'un en 3D. Ils vont faire genre. Ah ouais, c'est ça. Et c'est tout en fait. Et la famille sera d'accord. Je pense en vrai, bonne chance pour convaincre Joaquin Phoenix de venir faire le Spider-Verse avec Joker. Oh, tu sais, on va attendre 7 à 10 ans. 3 confinements, 2 guerres, je peux te dire que. Après Gladiator 3. The Return of Maximus. Mais pour le coup là, ce The Batman, moi je les vois. Enfin, il marcherait bien avec le Joker. C'est deux mêmes genres de films. Bien sûr. J'aurais trop envie de voir les deux. D'ailleurs, on voit, il y a un mec qui parle à la fin. C'est a priori le Joker. D'ailleurs, c'est Barry Keoghan. Voilà, c'est Barry Keoghan. Mais on aurait adoré un Joaquin Phoenix. Mais
Oui, ou de voir le Batman qui serait né dans les années 80, puisque le film se passait dans les années 70, dans Joker. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pourquoi pas, mais aussi, pourquoi? C'est ça. Moi, justement, j'aime bien ce truc de se dire, il y a DC qui a dit récemment, tu sais quoi, l'univers étendu, on s'est foiré, quoi. On s'est vraiment foiré comme des grosses buses. Donc maintenant, on va faire juste des one-shots et tout ça. Et moi, j'ai fait, ouais, ok. Alors déjà, j'y crois moyen en one-shot. Parce que vraiment, encore une fois, on va voir s'ils vont pas faire Joker 2, la rencontre avec Batman. Et si là, c'est pareil, là, c'est parti pour une franchise. Ça m'étonnerait que ce soit. Mais à la rigueur, tu vois, qu'ils fassent 2-3 Batman avec le même Batman, mais qu'il n'y ait pas de spin-off, de machin, de réunion. Déjà, je trouve ça plus sympa en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un Catwoman Unlimited avec. Mais le problème, c'est que ils auront toujours le. Tu sais, comme ils disent les Américains, the chip on their shoulder. Ils auront toujours le fait que Marvel, eux, ils ont réussi à les réunir. Et toi, t'as pas réussi. Après, tu sais, ils viennent d'accepter maintenant qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Alors qu'on le savait tous dès le premier. Oui. Le premier film, on était là, bon, vous vous êtes chiés, c'est le moment de faire reset. Ils étaient là, genre, non, on va en refaire un autre. Il va y avoir 2 réalisateurs en plus. Il va se passer encore plus de trucs avec des super-héros. Tu fais, mec, c'est quand tu tombes. C'est trop marrant d'ailleurs, ils n'avaient pas fait un seul film qui nous disait déjà, alors voilà ce qui va se passer. Ouais. Il y aura d'abord la réunification. Tu sais pas pourquoi. Ouais. Et ensuite, il y aura les films où ils vont venir les uns dans les autres. Et il faudra voir la série télé. Et il faudra jouer au backgammon Batman. C'est pour ça. Faudra avoir joué au Candy Crush pour avoir le petit truc où à un moment. Non, mais t'as pas vu parce que Flash, il est arrivé. Il a dit. C'est quoi? Par contre, envoyer un Lydia Batarang, je crois. Ouais, c'est ça. Le DCU là, Peacemaker. Je recommande énormément cette série. Alors, excellente. J'ai regardé aucune série, je crois, de super-héros, à part Daredevil, qui était le seul truc bien que j'ai vu. Ouais, non, mais là, pour le coup, c'est une série DC, donc c'est le spin-off de The Suicide Squad, qui a même été le 2e film de Suicide Squad, etc. Ouais. C'est avec John Cena, mais oui, d'accord, qui joue, en gros, un de ces espèces de super-héros de l'univers DC, mais un de série B, voire C, tu vois. Et en fait, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien joué. Il y a énormément d'empathie qui est générée par tout ça. Et personne n'en parle, alors que pour le coup, de l'univers du DCU, du cross multiverse mon cul, etc., c'est la meilleure œuvre. Ah ouais? C'est sur quelle plateforme? C'est sur HBO Max. Donc c'est sur Torrent 411 et tout comme ça. C'est sur LimeWire, Shahrazad. Il y a quelqu'un qui nous dit... Alors, bonjour déjà, Yanis Prétérite. Bienvenue dans le présent, je veux dire. Il me dit il y aura des spin-offs sous forme de séries sur les différentes plateformes. Ah oui, donc ils vont continuer, je pense, du coup, oui, mais en vrai, Peacemaker fonctionne, donc oui, ils vont le continuer au moins via ça, puisque je sais que ça a été renouvelé déjà pour une saison 2. Mais après, effectivement, peut-être qu'ils vont sortir un petit genre Flash la série ou un truc comme ça. Et le Joker de Joaquin Phoenix, en vrai, ce serait peu probable. C'est pas le même univers et en plus, il y a déjà un acteur sur le coup. Oh là là, ça ne les arrête pas. Hein. On a vu avec Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui, parce qu'après, c'est vrai que maintenant, je pense que ce soit DC ou Marvel, ils sont un peu plus sur le coup des comics, de dire, écoute, si on a fait un truc mais que ça marche, on peut les faire coexister. C'est-à-dire, on sort les choses. Est-ce que ça pourrait pas être un peu trop... parce que nous, on est un peu d'origine geek, tu vois. D'origine où en gros, on sait très bien. C'est-à-dire que voilà, on me sort un The Batman 2 avec Robert Pattinson. Je peux retenir jusqu'à 27 timelines différentes, tu vois. Mais est-ce que ce serait pas rédhibitoire pour une personne lambda où elle se dirait qu'est-ce que je vois comme film? Est-ce que c'est pas le Batman 3 celui que vous avez continué avec le Joker et pas le Batman? Alors, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc même avec les comics, c'est-à-dire que même traditionnellement, moi je me souviens quand je lisais des comics, tu vois, genre Marvel, je suivais la continuité, j'avais ce truc de voir les spin-offs, machin et tout ça. Ça m'amusait quand j'étais jeune, maintenant ça m'amuse plus du tout et j'en ai plus rien à foutre, tu vois.
Donc c'est pour ça que Marvel maintenant ça commence à me faire chier au cinéma. Et DC j'ai toujours pioché parce qu'ils ont jamais été très forts en fait, même pour faire, même dans leur BD pour faire en fait des trucs sur la continuité géniaux et tout ça. Mais par contre je me souviens tel Batman, j'adorais Hush, j'adorais Dark Victory, j'adorais tu vois même des Superman ou des trucs. Ils ont toujours été forts pour les one shot où c'était le même principe. Ils prenaient des auteurs réputés. T'avais Alan Moore qui pouvait venir faire Killing Joke, tu vois, sur Batman, etc. Et le fait qu'ils adaptent ce modèle au cinéma, finalement, c'est peut-être pas plus mal. C'est ce qui leur va le mieux, quoi, je pense. T'as raison, parce que je réalise que c'est exactement comme ça qu'on consommait les comics d'ici, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on les consomme exactement de la même manière que. Et je me foutais de la continuité. Les films. C'est-à-dire que je me réadaptais. C'était un Batman un peu différent, tu vois. Le Alfred, il avait pas tout à fait la même personnalité. J'en avais rien à foutre, en fait. Tant que l'histoire était bonne, elle était bonne. Ouais, c'est peut-être ça qui va se passer au final dans les films. Ils vont continuer, persévérer avec le DC EU. Surtout qu'en plus, ils vont probablement passer par des resets, etc. Ils m'ont cul sur la commode à cause de Flash. Donc ils vont probablement continuer ça. Mais en parallèle, faire des one-shots par-ci, par-là. Et en vrai, tu sais, c'est ce qu'ils devraient faire pour Marvel aussi maintenant. Dans le sens où... Parce que je sais pas si tu vois, les one-shots Marvel, il n'y en avait pas beaucoup dans les comics. Mais par contre, ils étaient vraiment bien. Alors tu sais les choses comme 1664 ou des trucs comme ça, tu vois, il y avait toujours des choses un peu où je te dis... C'est une bière ça. Pardon, parce que j'en ai très peu lu. C'était Gaiman qui avait fait ça. C'est Gaiman en plus. Mais justement, tu fais amener des gens qui ont un truc intéressant à dire si les X-Men étaient dans les années 30 ou si... Mais tu vois, Marvel, ils ont quand même toujours été beaucoup plus limités par leur volonté de garder une cohérence globale, de machin et de tout ça. Et en vrai, on s'en fout. Et en vrai, on s'en fout. Ouais, voilà. Bon. Quelque chose pour terminer? Non, on a tout dit, hein, je crois, sur le sujet. Faut y aller, quoi. Moi, j'aurais aimé insulter le chat un peu plus, mais... Ben non, pas du tout, puisqu'il y a que Yanis Preteride. Déjà, il est gentil, en fait. Et en plus, c'est sa première fois sur le chat en tant que spectateur. Essaye d'être plus agressif. Merci en tout cas. On a perdu tous ceux qu'on avait pour le podcast précédent. Ouais. Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, que ce soit sur votre application de podcast préférée ou d'ailleurs vous pourrez regarder la vidéo sur YouTube. Et peut-être qu'il y aura un nouvel épisode dans 2 ans. Exactement. Ce qui nous permettra d'être encore, nous sommes 26e pour reparler de Batman sur le chart de film and TV review sur Apple Podcast, alors qu'on a sorti un seul épisode en 2 ans. Okay. Mais bon. De la pub peut-être à faire, Clément K. Ta vie. Pour ma vie, Instagram, retrouvez-moi sur les Instagram, réseaux. Clément Kersual. Clément Kersual, pour les Marseillais à Marseille, je sais plus les dates, le 17 mars. Le 17 mars. Voilà. Tu joues à l'Ardu, à Marseille. C'est le seul endroit où je joue de spectacle pour l'instant. Excellent. Ah oui, et si, un truc, pardon. Je n'ai jamais lu, enfin, je crois que j'ai jamais lu de comics, moi. Très peu quand j'étais. Mais tu sais, moi j'ai vécu à la campagne et au tabac, vite fait, je crois qu'on en trouvait. Oui, mais c'est pour ça que je suis à la ramasse quand je découvre que tout le monde connaît les univers étendus, que c'est déjà passé plein de choses et tout. Et j'ai juste une recommandation à faire. La première fois que j'ai relu un comics il y a pas longtemps, j'ai découvert Transmétropolitane. Ah ouais, trop bien. Et et je l'ai vu pendant les élections présidentielle de Macron et il y a plein de choses très intéressantes liées à l'élection de Macron. Enfin, c'était. Ah oui, c'est vrai que ça en fait, la vieille police présentée, le gars qui se présente, il est jeune, souriant et tout, ouais. Et il porte l'espoir et en fait c'est un enculé. Et voilà. Donc regardez Transmétropolitane, c'est très intéressant. Très bien. Arnaud, de la pub peut-être pour déjà 3e rang. Oui, mais je voulais reprendre 3e rang justement. Il faut que je trouve des gens pour participer, mais on va sans doute reprendre le podcast 3e rang. Où c'est qu'on parle de cinéma. Voilà. Et puis moi, n'hésitez pas à venir me voir en spectacle tous les jeudis soirs à 21h30 à la Petite Loge pour 1 heure de stand-up. Et puis abonnez-vous à l'Instagram de tout le monde, etc. Et puis bisous à tous. Bisous.